Alors, C'est la saison spooky spooky skeleton. je m'attendais pas à ce que ça soit aussi travaillé. Bon, salut à tous, bienvenue sur ce podcast. Je viens de découvrir le fond qu'utilise Vivian pour le podcast. Vivian qui s'amuse et m'amuse déjà énormément. Bah, tu sais, ça y est, moi je suis trentenaire, donc je découvre les joies de l'informatique. On joue avec la technologie. Très heureux de faire un podcast parce que déjà, bah, les deux, on est, je sais, consommateurs. Oh, dommage que tu l'enlèves, mais on est les deux consommateurs de podcasts déjà assez réguliers. Moi, je sais que j'en Mhm. écoutais beaucoup, surtout en prep quand on marchait pas mal. Toi, je sais que tu en écoutes pas mal parce qu'on a déjà échangé pas mal dessus aussi. C'est ça, c'est ça. Donc, Moi j'en écoute un peu toute la journée aux tâches du quotidien, les pas qu'il y a encore à faire, à maintenir un petit peu pour s'endormir, pour faire la vaisselle. et pour essayer de pas Passe le devenir, temps. pour essayer de pas devenir trop dégueulasse, c'est vrai que maintenir un petit nombre de pas, c'est plutôt une bonne habitude. Tu m'étonnes, j'ai déjà fait 1 heure de tapis juste avant de commencer, Bon. là. Et c'est vrai que c'est un format sympa parce que ben, on peut parler en allant beaucoup plus dans les détails, on peut beaucoup plus prendre le temps, là où des fois le format Instagram Reels, tu dépasses une minute, bah tout le monde s'en fiche quoi. C'est ça. Déjà, oui, c'est très compliqué. Et puis en général, le podcast, les gens font quand même la démarche d'aller le chercher. Dans le sens où c'est pas en scrollant sur quelque chose, c'est que là, tu as envie d'aller écouter des gens parler d'un sujet. Bien sûr, Après, bien sûr. voilà, Et tu restes dessus ou pas, mais tu as au moins fait une démarche d'aller écouter. tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, nous on a la démarche de parler et de parler surtout de bodybuilding parce qu'on a beaucoup de choses à dire. On a fait cette année ensemble notre première compétition avec Vivian. Et nos premières compétitions. C'est ce que j'ai dit, non? J'ai dit quoi? T'as dit notre première, nos Nos premières. premières compétitions, tout à fait, Donc on a tout notre à fait. première saison de bodybuilding finalement. Et qui débouchera peut-être sur d'autres. Ça, en tout cas, je pense qu'on va pas trop en parler parce que bah, on Ça... sait pas vraiment non plus, peut-être. Oui, et puis ça pourrait être un sujet effectivement de notre futur en compétition. Ça peut quand même être un sujet, mine de rien, parce que c'est aussi comment dire, représentatif de l'expérience qu'on a eue. Ça peut très bien t'avoir beaucoup plu ou t'avoir complètement dégoûté. Tout à fait, tout à Donc on fait. pourra Donc, quand même en on va parler. parler un petit peu, voilà, de tout ça. Bon, avant de parler de tout ça, il faut peut-être que nous deux, on se présente un petit peu, qu'on dise un petit peu qui on est, qu'on parle un petit peu de notre passé en musculation. Je pense qu'on va y aller de manière assez brève quand même, parce Oui. que, bon, on a un rendez-vous d'affaires très important juste après. Et voilà, le truc, c'est surtout parler de notre compétition aussi sur ce podcast. Donc, Mhm. et comme ça, on peut en venir aussi en se présentant à notre rencontre à tous les deux. Tout à fait. Qui se présentera au premier? Vivian, t'y vas ou j'y vais? Et écoute, tu es à l'initiative de l'enregistrement de ce podcast. Je te laisse la priorité. Eh bien, parfait. Donc, moi, Maxime, j'ai 27 ans. J'ai commencé la musculation maintenant il y a à peu près 5 ans, dans la belle ville de Besançon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Les présentations, c'est jamais bien évident, mais donc je suis coach sportif. Pour parler de ma vie professionnelle, bien sûr, je suis coach sportif depuis, bah, je pense, à peu près 5 ans aussi. J'ai commencé juste avant de passer mon BPGEPS. Coach sportif, j'ai ouvert cette année le studio Evolution Coaching Studio avec Vivian, donc juste ici, et Loïs, on vous en parlera peut-être un petit peu plus aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre de beau? Dans ma Et- Vas-y, si t'as... Non, mais j'allais dire, c'est déjà bien si tu veux. C'est déjà pas mal, ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, donc vraiment plus bodybuilding cette année, j'étais encadré par un coach vraiment pour cet objectif. Avant, j'étais aussi un coach en force, je me suis entraîné de plusieurs manières différentes en rencontrant plein de gens qui m'ont un petit peu influencé durant mes années de musculation de manière aussi différente. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Vivian, si tu veux dire quelques points sur toi. Eh bien, Vivian, 30 ans, heureux. Non, moi, ça fait un petit peu plus longtemps que je m'entraîne. Ça fait depuis. J'ai retrouvé le papier d'inscription dans ma première salle. Ok, Ça date de mai 2015. Donc, ça fera bientôt 10 ans eh que je ben, m'entraîne. Ça passe vite, hein. t'as Ça de passe vite. l'expérience. Complètement. Et moi, pour le coup, le coaching, c'est venu beaucoup plus tard. Parce qu'au final, bon, je m'étais inscrit en salle simplement parce que j'étais obèse et que je voulais régler un petit peu tout ça, changer de physique, etc. Et il s'avère que j'ai vraiment pris énormément goût à la pratique de la musculation. Au final, l'évolution physique, c'est plus venu comme une conséquence que comme un but. Et plus j'allais m'entraîner et me déglinguer, et au final, ça m'a donné un physique. Et il s'avère que j'ai évolué rapidement et assez bien. Et du coup, voilà, là, sur ces 2 dernières années, en gros, je commençais à stagner. Enfin, il y a 2 ans, j'ai commencé à stagner un petit peu, à être un peu perdu et à me dire, bon, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là que je suis tombé sur
The Prep Dad, donc Louis et Yann sur les réseaux, là aussi où j'ai décidé moi de prendre un coach. Et c'est à la suite de cette rencontre que je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas après tout faire un petit test en compétition, parce qu'en plus, dans le même temps, il y a eu aussi ce revirement professionnel où je me suis dit, bon, bah, j'adore la musculation, j'adore transmettre, il serait temps de pouvoir combiner les deux. C'est là aussi qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Peut-être qu'on va en parler avec un peu plus de détails aussi. Ah, on peut voilà, faire un petit quelque chose. C'est juste, il y a 2 ans, je suis venu dans la même ville que toi, m'inscrire dans une salle dans laquelle tu étais gérant. Donc Lemon One Et à Dole, on peut c'est ça, citer. on peut les citer quand même. Et bon, bah, tu m'as un petit peu incité aussi à passer le cap et à devenir coach. Petite responsabilité. Petite responsabilité, j'ai pu faire pas mon apprentissage, non, passer mon brevet d'état en gros avec toi en tant que tuteur. Mm. Et ça s'est très bien passé. Et au final, ben, on a décidé de poursuivre l'aventure ensemble. Tout à fait, c'est vrai qu'une nouvelle aventure, on avait envie de s'entraîner sur du meilleur matériel, c'est vrai qu'on voit les gens sur Instagram, sur leur machine Prime, là c'est vrai qu'on les voit tous sur le même hack, sur la même presse que nous, tu sais, la Gymleco, là, tout le monde fait dessus. J'en parlais encore avec Coaching Romain hier, où on se challengeait sur la presse Gymleco, et pas déçu de les avoir achetés et de faire les séances Jean par exemple dessus, parce que on était bien sur nos Panata ou sur les autres machines dans les autres salles, quoi. Mais là c'était vraiment... c'est vrai que de s'entraîner sur des machines qu'on kiffe, ça fait vraiment la différence. C'est marrant. Bon, là, ça fait vraiment discussion entre deux personnes plus que podcast, mais je pense que c'est le Oui. ton aussi qu'on veut y donner un peu. Non, non, mais c'est ce qu'on veut. Il y a un quart d'heure à peu près, j'ai envoyé un message à Coaching Romain ou à Gearbody, je ne sais plus. Puisque c'est pas que je les confonds, mais c'est que je les vois souvent toujours en même temps, bien Bien sûr, évidemment, puisque c'est un duo bien sûr. aussi. Et ils étaient en train de s'entraîner sur la hip press Gymleco et je leur ai envoyé un message justement par rapport à cette presse. Donc Ouais, ouais. c'est marrant que t'en parles. Et je savais pas que vous vous challengiez dessus et bien évidemment personne m'a invité pour jouer quoi. On en a parlé hier, pour ça que j'en parle Oui aussi oui aujourd'hui. oui 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 oui. Oui. J'ai bien compris. Bah, tu te challengeais aussi avec Déjà que Yann à un moment. ben non, Yann et Louis n'ont jamais voulu donner les chiffres. C'est vrai, je me rappelle qu'on était à la salle. Bon, Il y c'est a, un il y a autre eu niveau, je pense forfait, que... il y a eu forfait avant même la connaissance chiffrée de Bon, ce petit duel. peut-être que ça explique... Reprenons. Non, attends, juste pour finir, là. Peut-être que ça explique pourquoi on veut pas jouer avec toi. C'est possible. Mais là, je suis, je reprends à peine. Là, je suis encore faible. Bon, bref, clôturons le débat avant que les larmes coulent Post-prépa. sur Mais mon visage. ouais, voilà. Donc, effectivement, cette rencontre qui a amené à l'ouverture de ce studio avec ce caprice de commander des machines Prime et Gymleco qu'on aura attendu plus d'un an. Et maintenant, bah voilà, l'aventure dans le coaching s'est lancée, le développement du coaching en ligne aussi, notamment grâce à Louis quand même et au mastermind que nous avons fait tous deux. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai Et que voilà. ça aide à prendre un peu confiance en toi dans ta vie de coach aussi, à te conforter dans tes connaissances, à acquérir de nouvelles connaissances. Ça te dit aussi comment vendre ton coaching, comment le mettre en page, on va dire, tu vois. Et donc c'est vrai que c'est une sacrée aide et la confiance pour un coach est quand même important. Tu m'étonnes. Donc voilà, après qu'on ait ouvert ce studio de coaching ensemble, on s'est fixé un objectif aussi sportif, donc à commencer un petit peu avant, parce que le studio, on l'a ouvert on a commencé comment, en novembre, on peut dire les travaux, tout ça sérieusement, Ouais, ouais, ouais. octobre-novembre l'année dernière, donc Mhm. 2023. Les compétitions, on les a fait en août-septembre 2024. Et on a Mhm. décidé peut-être un peu avant, un an avant la compétition, de la date de compétition, de se lancer vraiment, un petit peu plus. Dans la Allez, prépa? pour se lancer dans la prépa. Peut-être que, allez, juillet, août, on s'est dit, allez, on commence vraiment pour cette compétition. Peut-être toi, un Oui, petit peu. sûrement. Ouais, c'est vrai que je me souviens pas exactement du moment de la prise de décision. Parce que bon, pour le coup, oui, la masse était tellement engagée et prenante que oui, j'imagine que j'y allais pas à l'aveugle. Mais c'est vrai que je ne me souviens plus exactement de quand est-ce qu'on s'est chauffé tous les deux à se dire let's go, 2024, on fait une compète. Ouais, ça faisait un petit moment que j'en parlais aussi. Moi, je me disais, tiens, l'année de mes 30 ans, je me motive et j'essaie de faire quelque chose. Voilà, donc c'était une décision qui n'a pas été prise quand même sur un coup de tête un an avant. Je pense que toi, tu y pensais depuis un moment et tu avais déjà fait un test de sèche, notamment avec Louis, par le Mm. passé. C'était peut-être aussi en vue d'une future compétition. Mm. Donc ça fait Bah, bien plus longtemps au final. Vas-y, je te laisse parler. c'est ça, ouais, c'est que moi, c'est quelque chose qui m'attirait pas forcément de base, pour lequel j'avais vraiment une sorte d'appétence particulière où dès le début, j'allais me dire, tiens, je vais
faire des compètes, etc. Si je devais le faire, si jamais vraiment ça, naturellement, spontanément, ça fait des années que ça aurait été fait, surtout que j'ai eu d'autres coachs avant qui étaient compétiteurs, que j'ai accompagnés régulièrement en compétition. C'est pas pour autant que ça m'avait vraiment boosté. Là, c'était plus déjà de me sentir extrêmement bien accompagné par lui, que lui me chauffe un peu forcément, que toi, tu te chauffes de ton côté et forcément tu me chauffes aussi à dire bah quitte à faire, c'est une belle aventure à faire à plusieurs. Tout s'est un petit peu aligné et bien évidemment aussi le côté le coaching se développe, mon coaching se développe. Si je veux pouvoir encadrer des compétiteurs et les accompagner au mieux, ça serait bien d'avoir une expérience aussi vue de l'intérieur et d'être capable d'appréhender réellement les différentes étapes d'une préparation, même si on y réagit tous différemment. Mais voilà, c'était aussi l'opportunité de traverser et de peut-être mieux comprendre les athlètes que j'espère pouvoir encadrer par la suite en compétition. Ok, très intéressant. Si je parle plus de moi, c'est vrai que moi aussi, ça faisait un moment que j'y pensais. Et là, j'y ai réfléchi un peu pendant que tu parlais, mais c'est vrai que bah, je voyais Vincent Devecchi, quand j'étais en BP, qui avait fait par exemple une compétition avec une ou deux autres personnes, mais je me rappelle surtout de lui, vu qu'on le connaît maintenant, les autres, je leur parle plus vraiment. Mhm. Arnaud, notre bon Nano, Bien sûr. qui a fait des compétitions quand j'étais aussi son tuteur, vu que j'ai Mhm. rencontré pas mal de monde à Lemon, là, par exemple. Et c'est vrai que là, on était les deux. Et c'est vrai que je pense qu'avant, je voyais ça un peu impossible pour moi. C'était les autres, est-ce que j'avais assez de masse musculaire, est-ce que j'avais le niveau, etc. Et aussi peut-être le développement de certaines fédérations aussi, vraiment, qui se disent plus naturelles, qui a joué. Mhm. Certaines choses paraissaient plus atteignables. On va parler aussi du choix de notre fédération, mais voilà, là, on voyait d'autres gens qui avaient un petit... Moi, je voyais en tout cas d'autres gens qui avaient peut-être à peu près un niveau égal au mien, qui le faisaient. Mhm. Et donc, au moment de choisir de me lancer, je me suis pas posé la question, j'ai pas eu le doute de me dire est-ce que j'ai le niveau ou pas. Je me suis dit, vas-y, je fonce et let's go, quoi. Tout à fait. Ouais, ça c'est quelque chose d'assez important et intéressant parce que oui, il y a le développement justement du bodybuilding et du bodybuilding pardon naturel sur les réseaux, que ce soit sur les réseaux globaux ou sur les réseaux en France. Et ouais, ça forcément, alors ça apporte du positif, du négatif. Chacun aura sa vision de la chose et j'imagine que c'est toujours comme, enfin, c'est comme d'habitude, c'est toujours un compromis à trouver et forcément un peu de tout, à soi de faire le tri. Mais ouais, ça aussi forcément, ça a pas mal motivé la décision parce que quand tu vois que les structures sont quand même mieux encadrées, que c'est mieux fait, qu'il y a des moyens qui sont mis, qu'il y a plus de gens que ça intéresse, que ça motive et qui font du contenu autour, ça te trotte un petit peu plus dans la tête aussi, forcément, t'es un peu influencé, ouais. C'est clair, c'est clair. Bon, et comme tu dis, il y a eu l'influence aussi du coach, parce qu'on peut aussi... Moi, je sais que j'ai choisi le coach avant de choisir quelle compétition j'allais faire. Et c'est aussi lui qui m'a aidé à choisir la fédération. Donc, pour parler peut-être du choix de notre coach, par exemple, moi, je sais que j'ai hésité plutôt pas mal. À un moment, j'ai dit, tiens, Vivian, est-ce que tu voudrais pas presque être mon coach? J'en ai même parlé avec toi à un moment, Je tellement sais, j'y réfléchis, parce que je me bah, Vivian souviens. avait cette qualité d'être aussi proche de moi, qui me connaissait bien. Mm. J'ai confiance en ses capacités de coach, en son niveau, parce que quand on veut faire une compétition, forcément, le coach, on ne le choisit pas au hasard. On sait que ça a demandé un investissement énorme de notre part, et on n'a pas envie de mettre notre énergie avec un coach à qui on ne fait pas confiance, quoi. Ça serait, je pense, vraiment pas intelligent et le choix du coach est très 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 important. Donc moi je sais que j'ai pris Yann Lett pour ceux qui connaissent. Euh, Très très bon choix de coach que je peux que vous conseiller. Bon, et, euh, et je l'ai choisi pourquoi? Parce qu'il avait déjà fait des compétitions par le passé. Euh, je sais que ça l'intéressait de coacher des gens pour de la compétition parce qu'il en avait parlé je crois un moment en story et tout, donc c'est m'y avait fait penser aussi. Et je voulais quelqu'un qui a un côté humain développé, assez développé, voilà, qui pouvait être proche de moi. Je voulais pas quelqu'un vraiment qui coachait, peut-être, même si ça n'a pas forcément de rapport, mais à l'époque, je voyais ça. Je voulais pas un coach qui est 80, 100 personnes et pour qui je ne serais pas important. Vu que mon objectif était important pour moi, je voulais qu'il soit important pour mon coach. Donc voilà, Yann regroupait tous les critères que je souhaitais et au final, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer avec lui. Peut-être que tu peux nous parler du choix de ton coach aussi, Vivian? C'est une belle publicité que tu fais à Oui. notre bon Yann Le Terrier Et j'ai pas ici. parlé de ses connaissances non plus, j'ai parlé de son expérience en bodybuilding, mais j'ai pas parlé de ses connaissances non plus, qu'il a pu démontrer en tant même que formateur en ligne, j'ai assisté à sa formation, etc. Et je me suis dit que je pouvais vraiment lui faire confiance. Vas-y, Vivian. Bah pour le coup, j'en ai déjà parlé un Ouais. petit peu parce que c'est au final moi ce qui m'a aussi amené dans le coaching.
avant même de m'amener dans la compétition. Mais oui, moi, le choix de mon coach, il est venu aussi par la rencontre de ces deux personnes, bah, de Yann en tant qu'athlète et parce que Louis était son coach. Et quand j'ai vu le travail qu'il faisait, la manière qu'il avait d'aborder l'entraînement, qui était peut-être pas novatrice, parce que c'est vrai que c'est juste du science-based bien appliqué, mais voilà, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir en France en tout cas. Ouais, en France, je pense que Euh, c'est important de dire vraiment pas l'habitude de voir en France surtout. Ouais. Complètement. Donc au final, pour notre marché à nous et nos habitudes à nous, si finalement c'était quand même relativement novateur, moi j'étais dans cette période, comme je le disais, de stagnation où je cherchais quelque chose pour me donner un nouvel élan. Euh, et ouais, moi je me souviens d'avoir vu justement une sèche de Yann, je pense aussi, un an et demi avant qu'il fasse de la compétition. Je me suis dit, tiens, ce gars-là, j'ai envie de croire qu'il est naturel, j'ai envie de croire son coach. J'ai creusé un petit peu, j'ai discuté avec lui, j'ai vu sa manière de travailler, j'ai fait quelques appels. Je me suis dit, bon, bah voilà, les étoiles s'alignent, on va tester ça. Et après, bon, bah, toi, tu parlais effectivement des connaissances et capacités de ton coach. Ceux qui veulent jeter un petit œil au background de Louis peuvent le faire. Il commence à être un petit peu connu maintenant dans le milieu, mais effectivement, c'était difficile de trouver quelqu'un de mieux formé, je pense, en France. C'est clair. Et surtout, quelqu'un avec qui je me suis, dès le départ, extrêmement bien entendu. C'est ça aussi qui... j'ai vu, j'ai pas écouté les réponses. J'ai vu hier que tu avais fait un Q&A et que Mm. dans les questions, il y a quelqu'un qui te demandait comment choisir son coach. J'ai pas écouté la réponse parce que je suis passé vite sur les stories pour voir les questions. Mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, je pense. Au-delà, notamment des capacités, parce que il y a plein de bons coachs aujourd'hui qui ont des connaissances qui sont plus ou moins bonnes, c'est pas la question, mais il y a plein de coachs capables. Par contre, je pense que pour que ça réussisse vraiment comme binôme, il faut aussi, au-delà du fait d'être bien drivé, qu'il y ait une petite connexion en plus qui se fasse. Si tu veux vraiment aller très très loin, j'entends. Bien sûr, bien sûr. Et, et ça, moi, ça s'est fait très vite avec Louis. Aujourd'hui, voilà, c'est quelqu'un que je considère comme un ami, pas uniquement mon coach, etc. Et ouais, clairement, ça a pesé dans la balance aussi. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu lui faire tant confiance et tant me reposer sur lui aussi pour la prépa. Et bah, c'est un peu ce que j'ai dit aussi voilà, dans mon Q&A aussi. Et moi, ai pensé un point qui était important. Je voulais que mon coach il puisse être présent avec moi le jour de la compétition. Oui. Parce que ça, on n'y pense pas forcément. Mais au moment de prendre mon coach, je sais que Yann, il m'a proposé une visio. Je lui ai dit, est-ce que si je fais une compétition, tu pourras être présent avec moi le jour J? Parce que je pensais que c'était aussi quelque chose d'important. Mm. Et là, forcément, moi, ça me fait sourire parce que bon, bah, là, Louis a été d'un engagement absolument formidable et improbable au final. Parce que c'est vrai que moi, c'était pas forcément prévu à la base. Je sais que il y a quelques secondes, tu as parlé du choix de notre coach et du choix de la fédération. Tout à fait. Que ça allait un petit peu ensemble. Là, j'en profite pour faire la bascule. Allons-y. Moi, à la base, je devais faire des compétitions naturelles NPC. Le prérequis étant pour faire un Pro Qualifier NPC, à la base, c'était simplement d'avoir fait un régional. Ça a toujours été le cas, peu importe le régional. Cette année, on nous a dit, et relativement tard, ou du moins on a appris relativement tard, que pour faire un Pro Qualifier naturel, il fallait faire un régional naturel. La problématique qu'on a eue avec Louis, c'est que le Pro Qualifier naturel, il était en novembre, et que le régional naturel, il était, si je ne dis pas de bêtises, en avril. En avril, en mai, fin mai, quelque chose comme Je me ça. rappelle plus trop, mais on en parlait pas mal à ce moment-là. C'était à peu près cette C'était au période. printemps. Hmm. C'était au printemps. Et en gros, c'était un mois après le début de la prépa. On avait prévu justement de commencer voilà, sur fin mars, début avril, pour être vraiment prêt en novembre. Bon, le fait que du coup, il y ait un régional à faire un mois après, j'étais encore à plus de 90 kilos. C'est pas impossible, mais Ben, en fait, c'était pas impossible parce qu'on se disait, on s'en fout, on peut s'en foutre du résultat. Monter sur scène, gras comme un cochon, mais c'est pas grave. Mais on a échangé avec lui et on s'est dit, bah ouais, mais pour ma première compétition,
première fois que je monte sur scène, est-ce que j'ai envie de monter en mode c'est une farce, c'est juste histoire d'avoir rempli la condition du j'ai fait un régional. Non, c'est pas ce qu'on a décidé. On s'est rabattu entre guillemets sur un choix qu'on avait quand même envisagé, qui était WNBF, Belgique et France. Et ça, bon, on y reviendra forcément parce que c'était une décision qui était mûrement réfléchie quand même et qui a forcément impacté beaucoup de choses moi pour ma préparation, puisque au lieu d'être prêt fin novembre, il fallait être prêt fin août. Donc ça a énormément réduit la timeline et ça a forcément rendu à la fois la prépa plus difficile puisqu'il a fallu tirer plus vite, plus fort, et peut-être que le résultat attendu n'était pas celui qu'on attendait, qu'on escomptait, notamment parce que ça a été un petit peu raccourci et plus dur. Tout à Et fait. voilà, pour le choix de la Fédé, ça a été WNBF, parce que ça reste une bonne fédération, mais en ce qui me concerne, c'est aussi ces histoires de prérequis, de régional et de dates qui ont fait que ça a été WNBF. Tout à fait, voilà, le choix des compétitions qui ont été faites a été discuté plusieurs fois. Je sais qu'on était au téléphone voilà, toi avec Louis, après on a reparlé les deux aussi, moi j'en ai parlé avec Yann de mon côté. On s'était fixé certaines compétitions, après ça a rechangé, bon voilà. En tout cas les deux, on avait quand même une WNBF, je pense, de base qu'on voulait faire. Mm. Toi aussi de Oui, base, je crois. j'avais effectivement fin septembre déjà en tête WNBF France, parce que c'était proche de la date et parce que je voulais en faire une avec toi. Ouais, c'est vrai, Moi, à la base, c'était important pour WNBF nous. France, c'était presque plus pour y aller ensemble, Hmm. histoire de dire qu'on en faisait une ensemble, que pour en faire une en plus. Puisque moi, l'objectif principal avec Louis, c'était vraiment faire quelque chose au Pro Qualifier NPC. Voilà, parce qu'on n'avait pas le même objectif avec Vivian. Mm. Personnellement, j'avais un seul objectif vraiment qui me tenait à cœur, c'était d'amener ma meilleure condition et d'être satisfait de ma compétition. J'ai jamais eu un objectif, par exemple, de classement. Jamais eu, je me suis, bien sûr, si je faisais un podium, ça aurait été royal. Mais je me suis dit vraiment pour le faire et cette année avoir accompli cet objectif de faire une compétition avec zéro regret sur ma condition. Toi, Vivian, ton objectif, c'était vraiment la gagne. Voilà, alors c'est forcément là, ça laisse une petite amertume quand on revient dessus. Mais évidemment, Tu me oui. dis si s'il y a des choses qui Non, t'embêtent non, et tout, non, tu me non, non, dis. absolument pas, absolument pas. Mais c'est vrai que pour le coup, j'y allais quand même. On y va tous pour. Enfin, j'imagine qu'on y va tous pour gagner. Mais là, en plus d'y aller pour gagner, tout le monde autour me chauffait quand même, me disant, il y a vraiment moyen que tu fasses quelque chose. Il y a vraiment, enfin, c'est la plupart, c'est bien évidemment les gens autour de toi sont, c'est logique, qui t'encouragent. Mais là, voilà, c'était vraiment tout le monde me disait, écoute, tu peux vraiment faire quelque chose. Donc, j'y ai cru aussi. Et attention, je n'ai pas rien fait, évidemment, hein, j'en suis conscient. Il y a plein de gens qui auraient voulu faire deuxième, il y a plein de gens qui auraient voulu faire troisième, peu importe, c'est pas la question. C'est vrai que dans notre tête avec Louis, on se disait peut-être que pour une première saison de compétition, c'est sûr qu'il y a moyen de faire un podium et on pourrait très bien prendre une première place, voire une procard dans une des fédérations. C'était ambitieux, il fallait le faire. C'est pas passé loin, mais c'est pas passé et c'est comme ça. Tout à fait, tout à fait. Bon, pour finir sur le choix peut-être de la fédération, Mm. avant de revenir à la compétition, mais aussi échanger un peu sur notre prise de masse, sur la sèche, Mm. etc., avant de reparler bien de cette compétition. Moi, ce qui m'a motivé aussi sur cette fédération, c'est qu'avant, j'assistais à des compétitions, mais principalement, j'allais voir le top de Colmar pour accompagner des gens qu'on Ouais, ouais, connaissait. Alors, c'est bien sympa, mais WNBF, ce qui m'a plu aussi dans cette fédération, c'est que je sentais que la mentalité allait être différente. En allant à WNBF, bah, je suivais déjà un peu aussi sur les réseaux les gens qui participaient généralement à ce genre de compétition, à ce genre de fédération. Donc, et c'était des gens qui m'intéressaient, justement, c'est pour ça que je les suivais sur les réseaux. Des gens vraiment qui s'entraînaient un peu de la même façon que moi, qui avaient un peu la même mentalité. Et en me retrouvant le jour de la compétition, j'avais envie de me retrouver face à ces mecs-là et de rencontrer ces gars-là. Et sur ce point, en tout cas, j'ai vraiment pas été déçu. Mais le choix de de la fédération était aussi drivé par cette motivation-là. bah déjà, le fait que ça soit une fédération naturelle peut quand même, et enfin, des compétitions naturelles, change un petit peu la donne, dans le sens où, que ce soit le public ou les participants, c'est pas tout à fait la même ambiance non plus. Tout à fait, tout à fait. Les gens, du moins, voilà, j'ai l'impression pour avoir effectivement moi aussi fait beaucoup, enfin accompagné.
beaucoup de compétiteurs, que ce soit au Top de Colmar, au Grand Prix des Pyrénées, Grand Prix Héraclès, le Reaper Body Show dans le sud, etc. Dans ces fédérations ou ces compétitions, du moins non contrôlées, l'ambiance n'est pas forcément la même. Là, sur le côté fédé naturel, c'est vrai qu'il y a ce noyau dur, comme on disait, qui est en train de fédérer des gens sur les réseaux, et l'ambiance est beaucoup plus dans le partage, je trouve, et une sorte d'émulsion collective, de vraiment de tous se tirer un petit peu vers le haut et de se comprendre et de se soutenir. C'est un peu moins concurrentiel, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'aurais énormément de choses à dire là-dessus, parce que moi je suis parti avec la team de tous les athlètes que Yann coachait, donc j'ai ressenti des choses à ce niveau-là, mais Mm. aussi par rapport aux gens dans les backstage, dans la salle d'échauffement, tout ça, où on pump, et c'est là qu'on a parlé avec les gens, énormément de choses à dire. Mais peut-être avant ça, revenons après le choix de notre coach et de la fédération, c'est les deux premières choses qu'on a fait. Après, bah, je sais que personnellement je suis parti en prise de masse sur le coaching. Ça, on sait que tu es parti en prise de masse, Maxime. Ça, je pense que tout le monde se souvient, ça. Disons que, alors bon, là j'ai repris une quinzaine de kilos déjà depuis la compétition, mais la Ouais, prise de masse, j'avais encore 15 kilos de plus. on va dire que tu as vécu, quoi. Et je vivais très très bien. Voilà, donc c'est vrai qu'en partant avec Yann, on s'est dit on va faire monter un petit peu la masse musculaire. Et je pense que je l'ai quand même bien réussi parce que quand j'étais à 68-69 kilos, c'est le poids que je faisais au début du coaching avec Yann, et quand dans ma sèche je suis revenu à ce poids-là, je remarquais quand même que j'avais un gain de masse musculaire qui a été créé. Voilà, avec Yann, on a choisi, enfin, c'est surtout le choix de Yann, même si tout était bien sûr en collaboration avec moi parce qu'on discutait vraiment de tout. J'ai aimé cet échange qu'on pouvait avoir toutes les semaines. Vraiment, j'avais un rendez-vous régulier fin de semaine avec lui pour échanger. Voilà, il me faisait un petit bilan Loom pour ceux qui connaissent. Mais Yann a fait monter pas mal mon poids de corps parce que je suis passé de allez, 68-70 kilos à, disons, 84-85 kilos. Donc ce qui fait une prise vraiment importante. Et on se souvient tous à la fin, juste avant la sèche, et je suis content qu'il me l'ait dit au final, parce que bon, c'est pas les quelques jours qu'on changeait ça, mais même quand mon poids il montait plus, Yann vraiment me demandait bien de manger, quoi. Il me disait, vas-y, si, on mange, on mange. Et j'ai ce souvenir d'avoir discuté avec lui, où à un moment je lui dis, je me plais plus trop, est-ce qu'on pourrait pas faire peut-être une petite cut, un petit truc au milieu? Et Yann m'a dit une chose, il m'a dit, est-ce que tu veux être compétitif et ce qui compte pour toi c'est le jour de la compétition, le jour compétitif, ou tu fais ça vraiment pour juste toi te sentir bien et tout? Et je lui dis, bah Yann, au final l'objectif qu'on s'est fixé c'est la compétition le jour J, donc je suis ce que tu me dis et fais ce que tu penses qui est optimal pour moi. Donc voilà, le poids de corps a bien monté et elle a duré. On a commencé la sèche quoi, fin mars, que tu dis? C'est ça, fin mars ou début avril, je sais Donc, plus. Mais je crois que moi, c'était mi-mars au final, parce qu'on avait avancé en plus. ouais, Moi, toi c'était t'avais prévu avancé. fin mars, et du coup, ben, puisque les dates de compétition avaient changé avec le changement de fédé, j'avais commencé, je pense, mi-mars. Voilà, en tout cas, on avait commencé exactement la même semaine avec Vivian au final, je me rappelle, parce que toi, tu avais avancé justement avec le changement de fédé. Et donc, j'ai fait une prise de masse qui a duré de, quand j'ai pris Yann, donc on va dire août-septembre en 2023, jusqu'à donc mi-mars. Et voilà l'évolution du poids de corps qu'il y a eu. Bien sûr, en traquant les performances, avec le petit logbook qui va bien. Vraiment, j'étais omnibulé par monter les perfs sur ce logbook et j'ai pris énormément de plaisir. Et il y a eu aussi le changement de machine, vu qu'on a ouvert notre salle entre-temps, où je sais que quand je commençais à stagner à Tonus, l'ancienne salle où je m'entraînais, il y a eu ce petit changement de machine où on a repris une progression sur les nouvelles et tout, et qui était un régal sans nom. Mm. Complètement, complètement. Euh, Petit aparté, on l'enlèvera peut-être au montage ou pas, puisque ça va durer 5 secondes. Hmm. Attention, Maxime, quand tu te déplaces, des fois tu viens très près de ton micro et du coup on t'entend très fort avec des pops. Ok, tu fais bien de le dire, je vais y penser. Eh ben, Parce que des continuons. fois tu parles en étant là, et des fois tu parles en étant là, et c'est pas le même rendu. Et j'y mets trop d'entrain. Complètement. Je vais y penser. Euh, du coup, oui, moi c'est vrai que alors, la prise de masse, toi tu te souviens de la date de départ, moi je dois te dire que je n'en ai plus aucune idée. Parce que moi, j'ai commencé avec Yann, je me souviens de la date à laquelle j'ai commencé avec mon coach, et j'ai commencé premier jour de coaching, prise de masse. Alors que toi, c'est vrai que tu étais déjà avec Louis avant, il n'y a peut-être pas eu ce changement net dans ton Non, entraînement, comme moi, il y a eu nouveau programme, nouveau tout, quoi. non, non, parce que moi j'ai commencé avec Louis en septembre 2022, si je ne dis pas de bêtises, ou fin août 2022. Je devais être à 83-84 kilos, j'avais fait une petite sèche moi-même pour les tests du BPGEPS.
Tout à fait, c'est vrai. pour être capable de courir et de faire des changements d'appui suffisamment rapides pour ce putain de Luc Léger. Très, très, très Euh, bon souvenir. voilà, forcément un petit peu de vulgarité dans la phrase, mais j'ai tellement de voilà, rien que d'en parler, ça y est, j'ai des remontées acides. Oh, on va déjà faire attention à la monétisation, hein. Imagine, en 6 mois de podcast, je gagne 2 euros, j'aimerais bien les garder, s'il te plaît. Je peux comprendre. Non, mais moi je ne me souviens plus de quand est-ce qu'on a enclenché la masse, mais de toute façon, sur 2022-2023, il y a dû y avoir une période de masse, une petite mini-cut, histoire de voir un petit peu où on en était. Mais ouais, j'ai dû démarrer une prise de masse en étant à peu près à 85-86 kilos. Je suis monté au cours de la prise de masse à 97 kilos, où là, on s'est dit, ah, ça commence à être un peu gras. On a fait une mini-cut sur 6-8 semaines où je suis redescendu à 89, ça je m'en souviens. Et jusqu'à la fin de la prise de masse, je suis remonté à 93 et quelques, et j'y suis resté assez longtemps. Le poids montait très doucement sur la fin, mais les perfs montaient très très bien aussi. Et ouais, bien évidemment, comme tu dis, avec ce changement de machine quelques mois durant la prise de masse, un régal de tous les instants, et, des perfs qui ont explosé, un physique qui a suivi également, donc c'était assez sympa. Et je pense qu'on peut faire un comparatif assez marrant, c'est si on parle de nos calories. Il n'y a pas un moment où j'étais... si tu as été, je crois, 4200, 4300 au plus haut. Non, j'ai pas dépassé les 4000. T'as pas dépassé... Bah, bon, bah, Je c'est pense pas. l'anecdote marrante. Vraiment 4100, vraiment grand maximum, mais je pense que le plus haut que je sois monté, c'était justement 4000 et quelques. Voilà, bah, ça rend l'anecdote que je veux dire encore plus marrante, parce qu'on n'a pas du tout le même gabarit que Vivian. Et moi, où j'ai été à 4000 pendant un bon moment, hein. Mm. Pendant un bon moment. Alors, on mangeait plutôt très 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 bien. Ouais. Ouais, et chose qui est en plus frustrante pour moi depuis toujours, hein. Depuis toujours. Parce que même avec une activité physique élevée, même justement, coach, en salle, machin, bouger, le nombre de pas par jour, tout ça, eh ben, c'est pas pour moi les diètes à 5000. J'ai pas le droit de m'amuser parce qu'en plus, je vois tout le monde autour qui dit que c'est compliqué, que c'est dur, que machin, blabla. Moi, franchement, 3008, ben, rythme de croisière, hein. J'étais super content de manger mes gamelles et s'il y en avait eu un peu plus, j'aurais pas craché dessus, quoi. T'as pas eu le droit à la Alors petite que, burrata, quoi. alors que toi, je me souviens quand même du fait que tu les mangeais sans trop de problèmes. Et je me souviens, ouais, des derniers mois où j'ai connu un Maxime qui soufflait en permanence, qui était un petit cochon et qui faisait des rototos, enfin des rototos, des je suis plein et j'en ai jusqu'au sternum assez régulièrement, quoi. Et ben, c'est marrant parce que j'y pensais plus du tout et j'aurais même pas pensé à l'évoquer. Mais c'est vrai que c'était plutôt marrant et je mangeais, mais c'était. Bah, J'en toi, on voit que avais. c'est, voilà, on voit que c'était un peu dur, quoi, que la prise de masse a pas été si simple que ça. Non, non, genre je les mangeais, mes calories, mais de toute façon, à la fin, j'arrivais plus à les manger. Et, mais vraiment, comme je dis, sur les quelques dernières semaines, Yann, il me disait presque, mais mange ce que tu veux, quoi. Enfin, Mm. et parce que j'arrivais pas, et c'est vrai qu'on faisait une bonne fixette sur mon poids et tout, tu vois. Je me souviens encore sur le logbook et tout, on se disait, ouais, qu'on aille jusqu'au bout de cette prise de masse. Mais c'était bien aussi à la fin, vraiment à la fin peut-être de faire ça, parce que je suis parti sur la sèche, en tout cas sans regret. Et c'est peut-être pas Mm. 2 semaines j'ai pas pris 2 kilos en 2 semaines non plus. C'est pas ça qui a, qui a changé quelque chose à ma prise de Oui, masse, qui quoi. aurait pu changer quelque chose sur ton physique ou autre, effectivement, c'était J'ai testé histoire des de... trucs voilà, que j'ai mais- jamais testé avant. Je me rappelle même des trucs tout cons. Tu te souviens pas, j'étais monté au studio avec des nouilles chinoises, des trucs comme ça, là, des trucs vraiment pas bons, là, à faire avec de l'eau bouillante, tout ça. Et je me suis dit, ouais, il faut que je teste tout parce que je pars Ouais, pour. c'était juste pour rentrer des calories et pour Ouais, te dire que tu vas manger de manière restrictive après tout à pour ta fait. sèche, ouais. Tout à fait. C'est vrai qu'avant de partir sur la sèche, tu te dis, bah, on va partir pour 6 mois sans manger un Mm. truc en dehors de la diète. Encore au début, tu peux fixer des trucs qui te font plaisir et tout, mais tu sais qu'à la fin, ça va pas être la même. Donc on Mm. s'attendait pas, je pense, à ce que ça ressemble à ce à quoi ça ressemblait, mais au début de la diète, je sais que moi j'ai eu une petite appréhension. Et genre une semaine avant ou 2 semaines, peut-être je me suis dit, allez, ça va partir là au 6 mois. Je crois que c'était 6 mois hein, au total que ça a duré, si on va même jusqu'à Belgique. Mais genre 6 mois sans avoir le moindre excès qui va être faisable. Petite appréhension, mais en même temps, t'as trop hâte de t'y mettre, quoi. Ouais. Bah, toi, toi d'autant plus.
parce que je sais que, comme tu en parlais, il y avait le côté ah je me plais plus trop, etc. Voilà, Bon, donc ça me c'est vrai que plaisait j'ai pas, mais j'avais eu. envie mais c'est vrai que c'est plus sec, voilà, je me sens mieux, on va dire, entre 70-75 kilos qu'à 80 et quelques, quoi. Hmm. C'est vrai que j'avais pas eu tout à fait le même ressenti, dans le sens où la prise de masse était objectivement peut-être un peu plus propre quand même. J'avais encore un semblant d'abdos à 93-94 kilos. J'étais resté relativement propre. Et pour le coup, c'est assez amusant de faire le parallèle avec mon état d'esprit actuel. Mais ça, je pense que, vu le temps qu'on prend là au final à discuter, que c'est notre premier essai de podcast, etc., il faudra certainement deux parties, C'est sûr, vu le c'est temps que ça prend. sûr. Mais si aujourd'hui je fais le parallèle entre mon état d'esprit en prise de masse et celui que j'ai maintenant post-compétition vis-à-vis du regard que j'ai par rapport à moi-même et mon image, c'est fou de dire à quel point j'étais un peu un lardon quand même en fin de prise de masse, ce qui est normal, même si voilà, comme je dis, encore un peu d'abdos, encore propre. Mais à aucun moment, je me souviens avoir fait une fixette sur mon apparence, par exemple, ou à me poser des questions. Hmm. J'étais tunnel vision dans la prise de masse et le fait d'augmenter les perfs, d'exploser les perfs, de prendre le plus de masse possible, et je ne me posais pas de questions devant le miroir. On avait pourtant commencé le posing aussi, etc. Je me posais zéro question, full focus. La seule chose que je voulais, c'était exploser tout le monde sur toutes les machines et exploser mon physique, monter les perfs chaque semaine. Maintenant, où je suis quand même beaucoup moins gras quand même si voilà, il y a le post-show n'est pas forcément évident, mais beaucoup moins gras qu'à cette période, eh ben, je suis beaucoup plus focus sur l'apparence physique. Ok. Donc c'est vrai que c'est marrant. Toi, tu vois, tu disais bah, je me plaisais pas, etc. Je me souviens pas m'être posé des questions sur mon physique à cette période-là. Je pense que je me regardais même plus vraiment. Juste, la seule chose que je regardais, c'est est-ce que mon poids reste à peu près le même ou augmente tout doucement, mais que par contre sur les machines, ça explose. Non, mais ça me fait réfléchir ce que tu dis et tout. Mm. Et c'est vrai que, bon, après, j'ai jamais. Je sais pas si j'ai vraiment complexé de mon physique, quoi. Je pense qu'on peut pas dire ça Mm. non plus. Ouais, ouais, Mais on n'a pas le même est-ce regard que. là-dessus. Alors, est-ce que vraiment c'est. Est-ce que ça a joué ce que disaient les gens de l'extérieur, tu vois? Parce que c'est vrai que je me suis fait tailler plein de fois de manière humoristique, tu vois? Alors, Mm. est-ce que ça a joué? En tout cas, je pense que peut-être que de l'entendre aussi plusieurs fois, bah forcément, ça résonne dans ma tête. Euh, alors, est-ce que plus le côté je pense pas que je me disais je fais n'importe quoi par rapport à la compétition. Forcément, je me Mhm. posais quand même un petit peu des questions. Mais voilà, peut-être que les remarques résonnaient un petit peu dans ma tête et que ça pouvait jouer aussi et m'y faire penser. Là où toi, de toute façon, dans tous les cas, en plus, dans tous les cas, t'es énorme, tu vois. Enfin, t'es musclé, c'est ça que je veux dire. T'as Mhm. un gros physique. Donc, bah, t'es moins enclin à prendre des remarques que moi, je pouvais en prendre aussi. Mm. Même si, Tout c'est à vrai fait. que première chose que ça me faisait rire, souvent. Mm. Mm, oup, Oui, oui. mais Mais forcément. forcément, ça laisse quand même une petite réflexion, une petite arrière-pensée des fois, ouais. Alors j'ai des Ouais, ouais, souvenirs, ouais, oui, d'y avoir j'ai. pensé, oui, un petit peu, de manière sérieuse, Mm. mais peut-être que ces Bah, comme remarques tu ont dis, augmenté les ouais, choses. tu l'as dit, ouais, que justement, ça te travaillait un tout petit peu sur la fin, donc tant mieux que ça soit arrivé justement Mm, à la fin. mm. Mais c'est vrai que moi, je me souviens avoir, pour le coup, extrêmement bien vécu cette prise de masse. Souvent, il y a des gens qui le vivent mal, à la fois parce que je mangeais quand même convenablement, même si j'avais un peu faim, mais ça se passait très bien. Et ouais, sur le côté physique, je me souviens l'avoir extrêmement bien vécu, parce que quel plaisir d'être très très fort et de pouvoir continuer enfin, de se sentir progresser, d'exploser les machines, de mettre des gym pins partout. Enfin, ouais, c'était très très sympa là-dessus. La seule chose qui est parfois un peu compliquée, c'est quand tu es naturellement fort sur certains mouvements et que tu fais une prise de masse assez prolongée, il y a quand même des douleurs qui peuvent arriver aussi. Tu sens que tu challenges ton corps quand même. C'est vrai Même que sur t'en parlais, ouais. d'excellentes machines. Voilà, moi j'ai tendance à être très fort. Pour le coup, objectivement, hein, parce que si les gens qui nous écoutent, ça va forcément être des gens qui nous connaissent un petit peu, savent qu'effectivement, à poids égal, gabarit égal, peu importe, bah, je suis fort sur pas mal de mouvements. Je suis peut-être un peu trop fort pour mes articulations de vieux. Et c'est vrai que sur certaines choses, c'est le seul point négatif de la prise de masse que j'aurais à noter. C'était l'apparition de douleurs articulaires, que ce soit un petit peu de hanche, un petit peu de genou, un peu de coude, un peu d'épaule. Ça bouge, ça varie souvent.
J'ai eu la chance de ne pas avoir de problème de cardio parce que j'ai quand même continué la boxe pendant longtemps pendant la prépa, même si voilà, sur la sèche et tout, bon, bah forcément, là, j'ai dû prioriser quelque chose, c'était la compétition, donc j'ai arrêté les sports à côté. Mais j'avais la boxe taille qui me permettait de garder un cardio convenable et de pas être essoufflé en montant les escaliers. Donc ouais, on va dire seul point négatif, moi, c'était ça, les petites douleurs liées à l'augmentation sans cesse des perfs. Et c'est très intéressant que tu en parles parce que c'est vrai que bah, je me souviens quand on faisait les travaux notamment du studio, tout ça, c'est là qu'on discutait beaucoup parce qu'on se retrouvait beaucoup. Mmh. On était avec Vivian sur un échafaudage, les deux, un pinceau dans la main à faire trois couches sur un mur de 5,50 m de haut et c'est je sais pas combien de mètres de large. Mmh. Bah, c'est vrai qu'au final, on discute beaucoup. Je me souviens beaucoup t'avoir entendu. Moi, je parlais de mes douleurs au lombaire, Mmh. parce que le Ouais. soulevé de terre roumain me faisait morfler. Je montais dessus toutes les semaines, hein, mais il me faisait Mmh. morfler. Et toi, c'était vraiment, tu parlais de tes douleurs articulaires. Et oui, c'est vrai que Mmh. tu es quelqu'un de très fort. Donc, comme tu dis, Mmh. c'est pas que des avantages. Donc, au final, on peut vite. Bah, c'est quelque chose auquel tu pensais, quoi. Mmh. Qui te Bah, c'est travaillait ça, pas ouais, mal. bah, ça stresse forcément un petit peu dans le sens où, surtout si tu as un objectif en tête et que tu te dis, bon, bah là, il reste, je sais pas moi, 6 semaines de prise de masse. J'ai un peu mal. Est-ce que j'insiste? Est-ce que je change d'exo à 6 semaines de la fin? Est-ce que je mets moins lourd? Je change de rep range, etc. C'est toujours le côté, allez, une petite dernière, quoi. Et Petite ouais, dernière séance où j'essaye de faire plus, mais est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonné? Ouais, c'est compliqué. donc c'est là que le choix du coach est encore très important, par exemple. Complètement, Tout à fait. complètement. On parle un petit peu de la sèche maintenant? Je pense que la sèche, objectivement parlant, on pourrait en parler pendant 1 heure. On peut en parler pendant 6 heures. On fait 6 épisodes. Et Là, moi, il on y a des gens qui va. en parlent pendant 6 heures, j'écoute les 6 heures, hein. Non, mais on est d'accord. Mais oui, on peut en parler effectivement succinctement du moins, et peut-être on y reviendra certainement en détail soit si on fait une partie 2, mais la partie 2, je pense que ça serait peut-être plus intéressant de la consacrer vraiment à la compétition en elle-même. Vraiment, pourquoi pas peak week et compétition, tu vois, Mhm. ou peak week, compétition et post-show. Là, si on veut juste parler de la sèche, euh, De toute bah façon, écoute, parlons et on verra bien où ça nous mène. exactement. Donc ouais, comme tu disais, sèche débuté mi-mars ou fin mars, je crois. Ça a démarré assez facilement parce que c'était relativement tranquille, même si bon, voilà, la discussion qu'on a eue tout de suite avec Louis, c'était quand même, bon, on avance la date à laquelle je dois être prêt de quasiment 2 mois. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que ça vaut le coup de s'engager là-dedans? Parce que c'est aussi la question qu'il faut absolument se poser avant de... Quand il y a une modification comme ça, quand c'est pas quelque chose de prévu de longue date, c'était vraiment, est-ce que ça va suffire 16 semaines ou 18 semaines, je sais plus, au lieu de 25-30? Est-ce que ça va suffire? Est-ce que l'engagement qu'il va falloir mettre vaut la peine? Parce que ça fait partie des choses dont je parlais tout à l'heure quand je parlais des mauvais côtés des réseaux sociaux et du développement du bodybuilding naturel sur les réseaux, c'est que ça peut donner une image très accessible, très facile, ou du moins, puisqu'on montre ce qu'on veut sur les réseaux, on peut ne montrer que les bons côtés, et on peut ne voir du coup que les bons côtés en tant que spectateur. Et si une sèche en soi, c'est pas non plus partir à la guerre, et c'est pas quelque chose de si atroce que tout le monde voudrait le laisser entendre aussi parfois de ah c'est dur, bon. C'est simplement que c'est quelque chose qui nécessite un engagement très fort. Donc il y avait quand même cette prise de décision de est-ce qu'on se lance ou pas. Louis était confiant. Moi, je fais une confiance, non pas aveugle, mais éclairée, mais je fais totalement confiance à Louis. Donc on s'est dit, on y va. Le début a quand même été assez facile. Je me souviens que j'ai pas forcément eu, je suis peut-être passé de 3300 kilocalories. Parce que oui, sur ma fin de prise de masse, j'étais à 3300 kilocalories. Donc c'est pas énorme. Et je suis peut-être passé à 2007 dans un premier temps, en augmentant juste un peu les pas, peut-être 10 000 pas par jour. Donc ouais, tout le début a été assez facile. Ok, ok. Et même les pas étaient faciles, parce qu'à un moment, ils étaient beaucoup plus difficiles. Les pas étaient faciles. Bon, alors, moi, si je commence à parler pour pas trop me mélanger Hmm. de mon début de sèche,
J'ai pas de souvenir au niveau des calories, de combien on les a baissées, rien du tout, parce que simplement que les chiffres, c'est pas du tout mon truc. Donc je me Hmm. souviens à combien je suis monté en prise de masse, mais j'ai aucune idée du gap que j'ai mis pour baisser les calories. Je sais que pareil, au début en tout cas, t'as pas faim, tu modifies surtout le nombre de pas. Pareil, il m'a passé très vite à 14-15 000 pas. Il faut savoir que de toute façon, j'en faisais toujours 8-9 000. Et il m'a dit, est-ce que tu aurais du mal à faire 14-15 000? J'ai dit, facile. Et c'est vrai que je les ai fait super facilement. Notre lieu de travail et l'endroit où j'habitais était un endroit où c'était assez facile de marcher aussi, parce que le lieu, il y a des lieux qui s'y prêtent un petit peu moins, mais là c'était vraiment parfait, donc je sortais faire un petit tour dont j'ai l'habitude. Et la sèche débutait comme ça. Le poids, dès le début, descendait plutôt bien, donc très très encourageant. Il me semble que je perdais quasiment 1 kilo par semaine, de toute façon, donc ça allait très très bien dès le début. Et le but était de maintenir aussi le rythme, et je pense que j'ai même perdu un peu plus d'1 kilo par semaine au final sur toute la sèche. Ça faisait, je crois, 20 semaines de sèche, si je dis pas n'importe quoi au total. Donc, étant donné que j'ai perdu 20, je sais même plus, alors que je savais exactement il y a pas longtemps, mais peut-être 24-25 kilos, même Hmm. peut-être un petit peu plus. Au final, oui, j'ai réussi à stabiliser tout le long de la sèche un petit peu plus, au final, d'1 kilo par semaine en moyenne. Donc voilà. Mhm. Donc ce qui fait un rythme assez important, mais qui s'est fait tout le long de la sèche. Donc début de sèche, en tout cas, voilà, assez facile, pas trop de sensation de faim, et ça s'est vraiment corsé par la suite. Là, Vivian, je vais te laisser peut-être, si tu as encore d'autres choses à dire, vraiment aller plus vers la fin de ta sèche. Peut-être que le fait que tu parles vraiment Oui, des bien sûr. différentes périodes, ça va me faire aussi me souvenir de mes différentes périodes et m'aider à être un petit peu plus précis sur ces Hmm. explications. Bah, c'est ça, c'est que moi, la sèche, je l'ai extrêmement bien vécue. J'ai presque envie de dire jusqu'à quasiment Belgique, en fait. Euh, je pense que la période où j'ai trouvé ça dur a peut-être duré 2 semaines, 3 semaines avant la compétition. Et encore, vraiment, pour donner un repère chronologique, la compétition en Belgique était le 31 août. Je pense que j'ai commencé à trouver ça dur autour du 10 août, 15 août. Tout le long de la sèche, j'ai été le premier très surpris. Je n'ai quasiment jamais eu de problème de faim. J'avais pas la dalle. J'ai pas eu particulièrement envie de manger parce que de toute façon, j'étais assez. Enfin, quand tu as un objectif en tête, que tu es déterminé, etc., l'histoire des fringales, des envies de craquage, etc., je pense que c'est très accessoire et que ça a vraiment l'importance qu'on lui laisse aussi. Tout à fait. Quand tu es vraiment déterminé, c'est pas quelque chose qui te travaille plus que ça. Ce qui peut effectivement réellement travailler certaines personnes et être un vrai problème, c'est la vraie faim. La vraie faim qui creuse, la vraie faim qui vient de l'estomac et qui travaille en termes de sensations physiques. Ça peut être un vrai problème parce que tu as beaucoup moins de contrôle dessus. C'est Le quelque manque chose que d'énergie, tu. quoi. Vraiment Voilà. Tu la vas. qui creuse, quoi. Non, ça c'est encore différent. Ok. Le manque d'énergie à la fin, justement, là, je fais un distinguo parce que j'étais le premier surpris en n'ayant pas faim. Niveau estomac, tout va bien. Comme je le dis, niveau envie de manger, très bien avoir une maîtrise dessus, plus facile. Euh, par contre, là où je ne m'attendais pas à prendre une telle claque, c'était sur le côté énergie. Où justement, non, là, j'ai vraiment été rapidement fatigué. Et c'est ça qui a été, quand je dis que ça a été dur sur la fin, c'est ça qui était vraiment, mais 1000 fois plus dur. Mais j'ai volontairement séparé début, milieu de sèche et fin de sèche. Je vais te laisser faire un peu milieu et je viendrai moi sur la fin et ce qui s'est passé avant le show. Non, tout le milieu s'est vraiment passé facilement. On s'envoyait vite fait des trucs de bouffe, mais pas tant que ça. Au final, on était juste content de se dire ah tiens, on pourra manger ci, on pourra manger ça après, mais c'était plus même pour le côté festif que pour le côté obsédé par la nourriture. Mais non, moi ce qui m'a bien tapé, c'est la fatigue, même si je me sentais fatigué au quotidien. Par contre, contrairement à toi, puisque on peut se comparer aussi, hein, Bien au niveau sûr. des performances à l'entraînement, Je voulais ça l'évoquer, a ouais. assez peu diminué, du moins là aussi jusqu'à Belgique. Ok. J'ai pas tant perdu que ça. Alors bien évidemment, j'ai perdu des reps, j'ai perdu des Ah bah perfs, hein, rien, tu perdais deux mais trois reps, des fois. pendant très longtemps, ouais, jusqu'à justement début août, je pense que j'ai perdu
quelques répétitions par série et descendu de 15% ou 20% en charge sur certains des autres très lourds, mais pas plus. Hmm. Alors que toi, effectivement, je me souviens t'avoir vu diminuer quasiment de moitié certaines charges. Tout à fait. C'est vrai qu'on s'est assez suivi au final. Nos sensations se sont bien suivies tout le long de la prépa, c'est marrant, et même après. Mais c'est vrai que, par, par exemple, sur les performances, moi, elles ont vraiment chuté. Alors, je sais pas vraiment dire à partir de quand, mais voilà, au milieu, à peu près milieu de sèche, ouais, à un moment, elles ont vraiment, vraiment chuté. Et j'avais l'impression quasiment plus rien. Genre, la chest press, j'avais enlevé 50% de mes charges. Des exercices où vraiment c'est flagrant, tu fais du squat pendule. Le squat pendule, je mettais plus rien du tout. Alors, je sais plus du tout combien je mettais, hein, mais je mettais pas plus de 10 kilos, je pense, dessus. Mm. Et alors, squat pendule, pour remettre dans le contexte, vous moquez pas de moi quand je dis que je mets pas plus de 10 kilos. Au max, je mettais 35 kilos, je pense. Quand même, ce qui fait beaucoup moins si je mettais moins de 10 kilos. Mais c'est pas un exercice sur lequel on chargeait beaucoup Mm. sur notre machine. Et voilà, les performances ont bien, bien, bien baissé sur tous les exercices. Donc forcément, je prenais déjà moins de plaisir à aller à la salle. Je sentais moins ce challenge de me dire, allez, il faut que je m'accroche à mes perfs. C'est vrai que directement, j'allais à la salle, je me disais, il faut juste que je donne le meilleur de moi-même. Euh, et puis, je noterai ce que je noterai sur mon logbook au niveau de mes performances. Mais je m'accrochais. J'arrivais pas à m'accrocher à mes performances parce que c'était direct, bah, moins encourageant c'était le but, c'est pas que je parte en déprime non plus, donc j'allais juste donner le meilleur de moi-même. Mais après, si je peux revenir sur la sensation de faim aussi, c'est vrai que je pense que de toute façon, elle arrive progressivement et on s'y fait. Ce qui prend le dessus, c'est juste une sensation. La faim, comme tu dis, elle peut être propre aussi à chacun, etc. Euh, Ce qui prenait le dessus, c'était la motivation. Juste, moi, je me levais, je voulais me lever et que mon poids de corps il est baissé et que je vous rende mieux dans le miroir, tout ça. Et la faim, j'en avais rien à faire. Si tu me Mm. disais, ouais, tu vas crever la dalle et tout, ok, tant que j'arrive à me donner sur mes séances et que mon poids il baisse, etc. Ok, fais-moi avoir faim, j'en ai rien à faire. Par contre, oui, ce qui m'affectait, c'était ce manque d'énergie que je ressentais. Je pense qu'on peut dire que au bout de deux tiers de la prep, ouais, là, moi, je le ressentais fort, 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 quoi. À un moment, je me Mm. souviens, mon frère qui était venu chez moi pendant, je sais pas, 2 semaines, ou je me rappelle plus combien de temps, on avait fait des allers-retours à Dijon, etc. Mais même sur la route, déjà, à ce moment-là, j'arrivais. Enfin, je me souviens avoir fait des pauses sur un parking parce que je pouvais plus conduire, j'avais plus l'énergie. Mm. J'avais mangé un truc à un moment pour pas nous planter en voiture, quoi, mais alors que ça, j'empiétais sur mon repas du soir. Euh, Là, je me souviens aussi, si je fais le parallèle avec cette période-là, où il fallait tout le temps sortir marcher, on pouvait pas faire une activité où on se posait, hein, on était allé à Dijon-Plage, justement, là, c'est pour ça que j'y pensais. Comment ça, on va rester une demi-heure sur notre serviette ou dans l'eau comme ça? Non, non, mon gars, faut qu'on fasse le tour de Dijon-Plage, là, et il faut qu'on marche. Il fallait marcher, on pouvait pas. Et, et ça prenait une énergie monstre de marcher, ce déficit calorique-là. Et même à la salle, j'étais éclaté quand fallait rentrer après ta séance en voiture, c'était l'enfer. Les pas, comme on disait, qu'il fallait faire, parce que à cette période-là, je pense que j'étais déjà alors j'espère que je me perds pas trop dans les périodes, mais j'étais déjà à 17, 20 000 pas. Moi, il m'avait déjà monté un petit peu mes pas. Mais l'heure de marche, elle pique. Après Vraiment, ça, elle en fait, pique. c'est aussi parce que c'est des choix stratégiques qui sont faits, qu'on a des coachs, ou du moins, tu as un coach qui a été formé par mon coach et qui travaille à peu près de la même manière, ou du moins à la même école, on va dire. Mhm. Donc, on avait des approches relativement similaires. Et l'approche que tout ce petit monde a mis en place, c'était aussi une approche avec du cardio modéré à faible intensité, du moins pour la plupart du temps sur la prépa. Sur la fin, que ce soit toi comme moi, avec cette timeline réduite, il a aussi fallu mettre du cardio un petit peu différent, même si c'était pas de la haute intensité non plus. De toute façon, la haute intensité n'aurait pas été envisageable, je pense, en termes d'énergie. Tout à fait. Mais voilà, on a eu cette approche similaire de cardio à basse intensité, activité physique à basse intensité maintenue, facilement quantifiable. L'intérêt premier des pas, parce que tout le monde dit oui, mais pourquoi des pas, pourquoi pas autre chose? Il y a plein de manières de faire. Ça aurait très bien pu être du vélo à faible intensité, de l'elliptique à faible intensité, j'en sais rien. C'est juste que les pas, c'est facile à faire, tu peux les faire partout, en extérieur comme en intérieur, et que c'est facile à quantifier avec n'importe quel podomètre. Mais voilà, on avait les deux cette approche de se dire bah, le ratio stimulus-fatigue des pas est intéressant, mais par contre, il faut quand même pas oublier que ouais, ça prend un temps
colossal quand tu as peu d'énergie disponible et beaucoup de choses à faire. Parce que ça aussi, ça mériterait qu'on en parle assez longtemps autour. C'est comment est-ce que tu gères une prépa en gérant aussi ton activité professionnelle. Et là, ça sera propre à chacun parce que ça dépendra forcément déjà du niveau de fatigue de la personne, mais aussi de ce qu'il a à faire à côté dans ses journées. Quand tu es aux impôts dans un bureau et que éventuellement tu peux rester tranquille la plupart du temps, à la fois c'est facile, mais d'un autre côté ça veut dire que sur le reste de ta journée tu dois te dépenser énormément. Nous qui avons des boulots particulièrement actifs où il faut aussi accueillir un public, encadrer un public et être un minimum avenant et dynamique, dynamisant, bah, c'est pas forcément facile sur une fin de prépa où tu es à 1500 kcal et à 15 000 pas et où il faut encore enjailler tout le monde et assurer le spectacle à la salle, quoi. Tout à fait. C'est un fait très intéressant. Et un petit truc marrant sur les pas aussi, c'est que c'est pas en mode oh, on va aller se balader à la montagne pour faire nos pas, ça va être sympa, on change d'endroit. Non, c'est très Ah, très bah, on très a mauvaise essayé de idée. le faire une fois, ouais. J'ai laissé Marie choisir une promenade un dimanche en fin août, juste avant la fin de prépa. Elle m'a emmené en randonnée, ouais. Mm. J'ai cru que j'allais crever. Je me rappelle de la story, juste la story que j'ai vue, et t'avais laissé, je t'avais envoyé un message, je me rappelle, t'avais laissé le son sur cette story de quand vous marchiez. Tu sais, des fois, tu poses des stories où tu mets une musique, où Ouais. tu mets rien. Là, j'ai juste, il y avait le son. Et elle voulait, mais à un moment, elle voulait que tu prennes une photo ou je sais pas quoi et tout, puis genre tu parlais et t'étais essoufflé, et en mode, le photo, tu sais, ça, on voyait que c'est bon, il faut qu'on rentre là, dans quoi tu m'as embarqué et tout. Moi, je voulais faire plaisir à mon frère, à un moment, j'avais emmené à la Citadelle à Besançon. Donc la Citadelle, c'est en haut, quoi, Ouais, ouais, je vois ça très règne bien, sur ouais. la ville, quoi. Et bah, la descente, on a fait, je sais pas combien de pauses on a fait, juste dans la descente, parce que du coup, avant la descente, on avait peut-être marché 1 heure, ou peut-être même plus, on avait fait la montée et le truc, et la visite à l'intérieur. La descente, j'étais cuit. On se faisait dépasser par les mamies et je m'accrochais à la rambarde, mais comme pas possible. Et tu t'imagines là, et je me souviens que genre je pensais à mon repas qui était chez moi, juste à la dinguerie qui est de l'avoine avec de l'eau. Et putain, mais je m'accrochais à cette pensée pour rentrer, quoi. Ah bah Enfin, c'est pour ça que je pense que effectivement juste la période de la fin de sèche du allez mi-juillet à fin août, on pourrait en faire un podcast d'1 heure et demie d'anecdotes de guerre, quoi. c'est Parce que clair. même si j'insiste sur le côté attention, une prépa de bodybuilding, c'est pas non plus aller à la guerre et faut pas se lancer. Enfin, j'ai un peu de mal avec les gens qui se lancent dans des grands discours et des trucs d'inspiration sur Instagram. Faut se calmer. C'est choisi, c'est volontaire, donc zen, tranquille. Si tu veux arrêter, te reposer, manger, tu peux. Hein. Y a personne t'a forcé, ça va bien se passer. Mais par contre, c'est vrai que à discuter entre gens qui l'ont fait et qui l'ont vécu, c'est quand même un délire. Non, il y a C'est quand beaucoup de même un choses. délire parce que je me souviens moi aussi faire des allers-retours sur une route pas loin de chez moi, à 300 mètres de ma maison. Il y a une route qui est perdue dans les champs. Et de faire des allers-retours de 500 mètres sur cette route-là parce que je voulais pas aller plus loin. Parce que je me disais, si je tombe dans le fossé, je suis mort, quoi. C'est de me dire, bah, je vais pas plus loin parce que j'ai peur de pas pouvoir rentrer si je vais trop loin. Et je marchais et je me souviens de là où justement je me suis dit, bah non, on va pas plus loin, c'est une connerie. Je tenais pas ma tête. Ah Je putain, la marchais tête. et j'avais Oh. la tête posée sur le côté, limite la tête Ouais, posée sur ouais. mon épaule et les pas vraiment du mec qui avance en automate, quoi. Et je tenais plus ma tête. Mais j'ai eu la même où ma tête était devant. Et pareil, moi, où j'habite, il y a une rue droite et je faisais pareil des allers-retours, mais l'enfer. Et tout le temps, tu fais des pas, tu fais ta séance, tu marches entre les exercices et t'as deux putains de zombies torse nu dans une salle sexuelle ouverte vue sur le parking Super U. Deux zombies qui sortent, qui re-rentrent, mais des gens, du regard des gens extérieurs. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est sûr que voilà, c'était pour le coup, le mois d'août, dur et ouais, fatigant. Fatigant, Fatigant, ouais. comme je le disais, je me suis pas senti gêné par la fin. J'ai pas eu d'envie de craquage. Il y a aucun moment où je me suis dit, ah tiens, je vais pas tenir. Ah tiens, c'est dur, il faut que j'en parle. J'ai envie de craquer sur la nourriture ou quoi. Non, c'est juste qu'est-ce que j'étais fatigué. Laisse tomber. Fatigué par contre.
Laisse Et tomber. pas vraiment de la fatigue mentale, mais ouais, la fatigue physique où instinctivement, quoi que tu fasses, tu sens que tu es à l'économie, que tu tiens pas ta tête, que ta gestuelle a changé, que tu ne parles plus avec les mains, que dès que tu en as l'occasion, tu t'appuies sur quelque chose. C'est Euh, clair. Combien de fois je me suis trouvé justement dans la salle à être appuyé sur les murs, sur les machines, partout. À chaque fois que tu t'immobilises, tu es appuyé sur quelque chose, tu as un support qui te tient, quoi. Donc, ouais, ça, c'était quand même une période intéressante à vivre sur le plan challenge. Hmm. Parce que quelque part, c'est ça aussi, c'est un vrai challenge. Et tiens, bah, j'en profite pour peut-être ouvrir un chapitre, mais sur le côté, moi, j'en parlais beaucoup avec un de mes frères, enfin avec mes frères, mais surtout un que j'ai plus souvent au téléphone et avec lequel je suis plus proche, et qui me disait, ouais, c'est une sacrée aventure au bout de soi-même quand même, ce genre de truc. C'est c'est quand même ouais, voilà, c'est une aventure et c'est une expérience forte, hein, de C'est se clair. pousser comme ça dans certaines limites et de voir jusqu'où tu vas pour un truc que tu as décidé toi C'est et que clair. personne t'impose au final. Et où tu sais que même si limite t'allais en crever, on savait qu'on irait jusqu'au bout, quoi. Genre, Mm. et c'est vrai que j'avais noté dans les notes des choses abordées la compréhension de nos proches, leur soutien, etc. C'est pour ça que je disais Euh, ouvrir un autre chapitre. Ouais. voilà, et donc on peut en parler. Et je pense qu'il faudra qu'on refasse un épisode. Il faut qu'on invite limite une autre personne qui l'a vécu. On fait un épisode spécial Mm. anecdote sèche, comme t'as dit, mais on se fend Ouais. la gueule pendant 1 heure. Il Mais faut qu'on le c'est fasse. sûr, c'est sûr. C'est sûr que sur le côté sèche, il y a vraiment, c'est ce que je dis, il y a trop de trucs à dire. Mais bon, ouais, sur la prise de masse, oui, vite fait, mais parce que sur la prise de masse, au final, ce qui serait intéressant de discuter, c'est les stratégies de prise de masse. Ouais, ouais. Euh, et c'est de la donnée chiffrée. Et là, pour le coup, c'est pas un podcast éducatif, mais presque. Hmm. C'est, tiens, de combien je veux augmenter mon poids de corps, quelle technique d'entraînement j'ai choisi, quel rep range, pourquoi, quelle machine, quelle répartition. Ouais, ok, ça c'est intéressant. Mais si là on fait un podcast de discussion entre potes et anecdotes, la sèche, il y a 1000 fois plus de trucs à dire. On va le faire, c'est sûr. Je pense qu'on peut s'avancer et dire qu'on va le faire et qu'est-ce qu'on va se fendre la gueule. Ouais, ouais, Bon, ouais, on ouais. parle Non, mais des proches? c'est sûr. On peut parler des Ok. proches et pour le coup, moi je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Alors, je parle pour moi-même, mais bien évidemment, je pense être relativement facile à vivre de base et mon comportement change peu en prépa et je trouve ça normal. Euh, les gens qui deviennent très irascibles, irritables et qui se permettent de changer vraiment de comportement du tout au tout parce qu'ils sont en prépa, bon, j'ai un peu de mal avec ça, donc forcément j'essaie de ne pas le faire. Mais là où j'estime avoir eu une certaine chance, c'est que j'ai déménagé pendant la prépa et que pendant les 2 tiers ou plus de cette préparation, même jusqu'à fin août, je ne vivais pas avec ma compagne. On passait les week-ends ensemble, mais je passais la semaine seule. Et quelque part, je pense que moi, ça a rendu la chose beaucoup plus simple pour mon couple. Parce que, avec ce côté extrêmement fatigant et surtout focus, tunnel vision sur ta prépa, ton truc, t'as pas forcément beaucoup de place pour l'autre. Donc ça pourrait engendrer de la frustration, chose qui là n'a pas été trop le cas. Et t'es tellement égoïste, parce que c'est très égocentrique et c'est très égoïste comme démarche aussi. Si à la fois c'est très intéressant dans le côté développement personnel, dans le voyage au bout de soi-même, c'est quelque chose que tu es obligé de faire seul. Alors ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas une importance dans leur soutien, c'est pour ça qu'on veut parler du soutien de nos proches, il y a quand même le mot soutien dedans. Ils ont une importance, mais c'est quand même aussi une période où tu es obligé d'être égoïste. Donc moi, ça s'est bien passé, en partie, je pense, parce que j'étais seul la plupart du temps. Hmm. Et parce que j'aime bien être seul aussi de base, hein, je suis relativement taciturne slash solitaire si on veut. Donc forcément, moi, ça m'a pas gêné d'être un peu isolé. Mais ouais, ça s'est bien passé. Après, pour ce qui est de l'entourage global, de toute façon, j'ai envie de dire qu'ils n'ont jamais trop compris la musculation plus que ça. Je suis dans une famille où tout le monde fait beaucoup de sport, mais la musculation pas plus que ça. Le culturisme encore moins, hein, clairement. La plupart des gens, ça les fait marrer de oh, t'es en slip sur scène, oh, t'es en slip à paillettes, oh, machin. Oh, c'est pas un peu bizarre les ambiances où tout le monde est en slip. Bon, voilà, tu as les blagues.
Le tan, tout ça, bon, ouais, c'est et complètement les fameuses vivant. blagues, les fameux trucs. Mais au-delà de ça, il y avait quand même un certain respect du côté, ouais, tu t'engages dans un truc qui est dur, tu vas au bout, c'est impressionnant. Et forcément, après, tu as le côté protecteur des parents. Moi, c'est mon père qui voyait ça d'un assez mauvais œil. En prise de masse, il voyait ça d'un mauvais œil parce qu'il dit ouais, t'as vu comme tu forces, t'es un débile, tu vas te faire mal. Et après, en sèche, c'est ouais, non, mais là, t'en demandes trop à ton corps, tu vas te faire mal. Mais c'est le côté du papa inquiet. Bien sûr, bien sûr. Donc, pas tellement de soutien vis-à-vis de ma famille au global parce que c'est des gens, enfin, ils sont très loin de tout ça. Donc on peut pas dire qu'il y ait eu plus de soutien que ça, même si, voilà, comme je disais, j'ai un de mes frères avec qui j'en ai un peu plus parlé, qui lui voyait le côté presque spirituel intéressant. Mais sinon, je peux pas vraiment dire que j'ai eu beaucoup de soutien parce que j'en ai pas cherché. Et quand même, là, je parlais de ma compagne et de son absence, du fait qu'on avait déménagé et qu'elle était encore en travail dans une autre ville, etc., et qu'on se voyait que le week-end. Par contre, bien évidemment, elle m'aidait sur pas mal de trucs du quotidien quand elle était là. Et ça a forcément fait du bien de pouvoir échanger avec elle. Mais ouais, j'ai quand même vécu une prépa assez solitaire, par choix, et ça s'est bien passé. Ok, très très intéressant comme point de vue. Je passe à mon point de vue à moi. Alors moi, c'est vrai que de toute façon, j'ai pas vécu en couple, j'ai vécu tout seul. Et pareil, j'en étais très 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 content. J'aurais pas pu voir les choses autrement, je pense, parce que j'avais besoin de me retrouver tout seul chez moi. Comme j'ai dit, même mon frère est venu un moment chez moi, mais il est resté une durée qui était largement suffisante. Je pense que j'aurais pas aimé que ça dure plus, parce que, bah, comme on dit, on a envie, je pense, dans ces moments-là, d'être seul. Euh, tout ce qui comptait pour moi, comme tu disais aussi, Vivian, c'est très égoïste comme sport, mais c'était juste de me lever, de voir mes abdos dans le miroir plus le matin, quoi. Donc tout le Mm. reste n'avait pas d'importance. Mais tout de même, j'y pense tout de suite, c'est que j'ai senti que j'avais besoin de plus parler à mes proches. Moi qui, habituellement, je m'en fous, genre j'y pense pas du tout. Pas, je dis pas de parler à mes proches, mais genre, je me, genre, la façon dont je suis entouré me va très bien, etc. Bah là, j'avais envie de téléphoner à mes frères et sœurs, j'avais envie d'appeler ma mère, j'avais envie d'appeler mon père, j'appelais ma tante, etc. J'avais envie de parler. J'avais aussi tous ces moments où je marchais, où des fois je mettais pas de podcast, pas de musique, rien du tout, juste qui me faisait beaucoup réfléchir sur moi-même. Et des fois, ça me faisait penser à certaines personnes, à des choses que j'avais envie de leur dire et tout. Et bah, tout le temps lié à moi-même, mais j'avais plus ce Mm. besoin que à certaines autres périodes de ma vie où en fait je suis toujours occupé et je ne pense pas à tout ça et je ne pense pas forcément à leur parler. Alors après, quand je leur parlais, chacun avait des réactions différentes. Il y avait aussi ce côté un petit peu des parents où si j'en parlais à ma mère, bah déjà oui, c'est sûr qu'il n'y avait pas de compréhension des choses, on ne rebondissait pas sur le sujet, juste allez, je donnais peut-être une petite nouvelle de temps en temps, et puis bon voilà, c'est tout histoire de dire, mais j'avais pas de questions par rapport à ça. Euh, Peut-être ce côté un petit peu, oui, qui m'a été peut-être dit une fois en mode fais quand même attention et repose-toi. Du côté de mon père est quelqu'un qui aime beaucoup les gens qui se lancent des défis et qui se mettent dans le dur. Lui, Mm. c'est quelqu'un, genre. Et puis, il est un peu omnibulé par le poids de corps de ses enfants et des gens, tout ça. Donc, bon, c'est sûr, ça lui faisait plaisir de se dire aussi, je pense qu'il y avait un de ses enfants qui faisait ça, qui allait loin dans le sport, qui accomplissait quelque chose aussi dans son année. Parce que moi, j'adore ça, Mhm. accomplir, de me dire que je finis mon année et que j'ai accompli des choses, et ça en faisait partie. Et ça rejoint aussi, il devait se dire aussi sûrement que je montrais une sorte d'exemple à mes frères et sœurs. Et moi aussi, j'y pensais. Quand on parle des proches, c'est vrai, je me disais aussi, bah, je vais aller au bout et tout, et je vais accomplir quelque chose, et peut-être que ça pourra les inspirer. Mm. Mais du côté de mes frères et sœurs, qui sont peut-être aussi, il y a un côté générationnel un petit peu différent, vu qu'ils ont la vingtaine, bah, je ressentais plus de soutien, par contre, un petit peu plus, on peut pas dire d'admiration, même si eux, ils le disaient un petit peu comme ça, mais pas par rapport Mhm. à la prépa, ils disent toujours que je suis un peu un exemple pour eux aussi. Et il y avait ce côté où je me disais, ouais, il faut que j'aille au bout, et quand je leur en parlais, ils disaient, ouais, c'est impressionnant, comme t'arrives pas à lâcher, il n'y a pas eu un seul moment où ils disaient, ouais, fais attention à ta santé, etc. Il n'y a pas ce côté des parents. Par contre, ouais, fonce, accomplis ça, et ça, ça m'a, je pense, motivé aussi. Parce qu'il y a des choses, des fois, avant une série de squat pendule, quand tu es en fin de sèche, bah, il faut essayer de trouver la motivation quelque part. Moi qui avais un peu Bien moins sûr. ce côté compétition et qui ai toujours eu ce côté où il fallait juste que je me dépasse moi-même, bah,
fois, je me disais pas forcément que j'avais peut-être l'envie, mais peut-être que me dire qu'il y avait des gens qui comptaient sur moi, c'était aussi important pour moi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà au niveau de la famille. Après, au niveau amis, on va dire, je pouvais avoir les commentaires aussi d'encouragement sur Instagram. Là, on peut dire que ça allait dans les deux sens. Et j'ai eu certaines personnes qui n'étaient pas d'accord avec ma manière de communiquer rien que sur les réseaux, sur ma compétition, et ça leur plaisait pas. J'ai eu certaines personnes qui m'ont dit des fois que ma façon de m'y prendre n'était pas bonne, alors que j'étais déjà en milieu, fin de sèche, enfin début, milieu, fin de sèche, j'ai eu ce genre de remarques. Euh, alors que c'était totalement différent genre, entre la première et la deuxième compétition, donc ça c'était assez bien. J'étais content de ce que j'ai accompli Mhm. sur la première. Et voilà, donc je dirais que les encouragements sur les réseaux étaient quand même plus forts que, enfin ils m'ont plus aidé que desservi, Ouais. parce qu'au final il y avait quand même plus de personnes qui m'encourageaient, mais je pense que je peux sans problème citer une dizaine de messages par des gens différents qui allaient dans le sens contraire. Mais Ouais, mais ça, je pense que j'en ai on même en pas a beaucoup tous et on parlé. apprend à les connaître. Voilà, j'en ai même pas beaucoup parlé avec toi, je pendant la prépa de ces choses-là, parce que enfin, j'en ai rien à foutre. Tant que je me levais et que j'avais plus d'abdos, ça faisait mon bonheur au quotidien, parce que tu penses qu'à ça, vu que tu manges pas, que tu as la dalle. Et je pense que ces messages m'ont pas desservi aussi, parce que j'en avais vraiment rien à foutre. Comme je peux dire, en prise de masse, peut-être il y a des choses, j'y ai pensé. En sèche, rien ne t'atteint, tu penses qu'à toi-même, t'es dans ton truc, rien ne t'atteint et tu fonces. Bah, les messages comme ça, en fait, il faut se dire que le principe, c'est pas de les ignorer pour les ignorer, parce que bien évidemment, toute critique peut être bonne à prendre. Du moins, une majorité de critiques peuvent être intéressantes. Il y a toujours quelque chose à en tirer parfois, mais chaque chose en son temps aussi. Et la plupart des gens qui font ce genre de critiques-là ne réfléchissent pas forcément et ne sont, je pense, pas particulièrement bienveillants et c'est pas quelque chose de vertueux. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est une critique qui pourrait très bien être émise par la suite. Alors, c'est facile de dire ah tu aurais dû faire ça. C'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est Parce vraiment que ce ça, que... on va me répondre oui, mais le dire après, c'est ah bah t'aurais dû faire ça, c'est facile. Ok, mais d'un autre côté, en sèche, si tu commences à appliquer une stratégie, tu appliques cette stratégie sur du long terme si tu veux un résultat prévisible, quantifiable et cohérent. Si tu commences à écouter tout le monde avec toutes les manières de faire, tu vas changer toutes les 5 minutes et du coup, ton résultat, il est beaucoup plus difficile à prévoir, beaucoup plus difficile à quantifier et du coup, ben, tu vas beaucoup plus à l'aveugle. Et surtout, c'est souvent des critiques qui arrivent tardivement. Ça sert à rien, parce que je l'ai déjà vécu aussi, mais même il y a 5, 6 ans, 7 ans, quand je faisais mon premier shooting photo d'après-sèche ou machin, on m'a fait faire une décharge, un rebond, etc. Tu vas avoir des gens qui, le matin de ton shooting, vont te dire ah tiens, tu parais plat. Ah tiens, ah mais non, mais t'as fait n'importe quoi, ta décharge, fallait pas faire ci, fallait manger ça, arrête tout, annule ton shooting, mange ci, mange ça, machin. Et il me reste 12 heures. Ça sert à rien de me le dire maintenant, c'est fait. Dis-le-moi après. Là, tu vas juste me péter le moral et me faire stresser. Et au final, c'est ça qui peut se passer sur les réseaux, à une semaine, par exemple, d'une compétition, de ah non, t'aurais pas dû faire comme ça. Ferme ta gueule, attends que la compétition soit terminée, et dis-moi, bah tiens, ça pourrait être un axe d'amélioration, moi j'aurais fait comme ci, moi j'aurais fait comme ça. Mais le dire une semaine avant, c'est pas de la bienveillance. C'est au mieux, c'est juste quelqu'un qui n'a pas réfléchi, parce qu'il pense pas forcément à mal en te le disant non plus, tu vois. Mais tu vas pas changer ta strat maintenant. Si le mec il trouve que, je sais pas, le nombre de pas est trop élevé ou que les calories sont trop basses, et à une semaine de ton show, tu vas remonter tes kilocals et puis commencer à faire du cardio à haute intensité? Bien sûr que non. Donc ça sert à rien de le dire. Donc ouais, c'est des trucs sur lesquels on s'est pas attardé. Moi, je me suis pas du tout attardé Moi non là-dessus. plus. Et Laissez-nous encore profiter une de notre truc. fois, On il a y a un coach, voilà. il a choisi pour nous. Même si, enfin, ça va pas nous faire. On s'est mis dans les bonnes conditions pour douter un minimum. Hmm. Et genre, ok, T'as pas on a besoin de choisi un ça, coach, t'as pas laissez-nous besoin de faire. ça, c'est ça. Et c'est vrai que moi, du coup, ça a eu très peu d'impact aussi parce que j'avais cette confiance enfin, cette grande confiance en Louis, où je me posais pas trop de questions et où de toute façon, même si toi-même finalement tu te dis bah tiens, j'aurais pu faire des choses autrement. Ah ouais, mais ça sera pour la prochaine fois. C'est pas maintenant qu'il faut commencer à douter et vouloir changer. Ça n'a aucun sens. Tout à fait. Euh,
je clôture juste sur le soutien des proches parce que je sais pas si je l'ai quand même suffisamment dit, mais rien que le fait pour moi, Marie qui, du coup, m'a laissé aussi mon espace et mon temps, ça c'est une forme de soutien aussi. L'absence, en quelque sorte, et la compréhension, c'est une forme de soutien. Parce que si je disais tout à l'heure que c'était quelque chose de très engageant et de très égoïste, bah, rien que le fait que les proches l'acceptent, c'est un soutien assez fort. C'est un côté, elle a su aussi me laisser de la place et s'effacer en quelque sorte pour me laisser accomplir mon truc. Donc ça, c'est quand même un gros soutien. C'est clair, c'était très important pour toi parce que c'est vrai que même si on voit que par la compétition, bah, la vie de couple en reste très importante, la vie avec nos proches reste très importante. Donc c'est vrai que la compréhension, comme tu dis, de nos proches, le C'est fait ça, la compréhension de l'autre. et qu'on se sente pas mal à l'aise de ce qu'on fait, parce que ça c'est des choses quand même qui seraient, je pense, légitimes pour que nous on remette en question certaines choses. Si C'est ta ça. vie de couple part n'importe comment en prépa, bah, autant on dit qu'il n'y a rien qui nous affecte, autant ça je pense que c'est quelque chose qui peut vite affecter parce qu'il reste toujours très important. Bien sûr, parce qu'au final, quelqu'un pourrait très bien avoir un comportement culpabilisant envers toi, et forcément, ça rendrait la chose beaucoup plus complexe. Tout à fait. Content de savoir qu'on arrive quand même au moment de la compétition dans notre discussion. Je pense qu'on peut Voilà, on est commencer quand à même aborder arrivé, ça. voilà, à peu près allez, on va dire que la prochaine, si on fait une partie, enfin, on fera une partie 2 de toute façon. Ça sera certainement pas la partie anecdote tout de suite. Si on veut juste faire un déroulé chronologique, je pense que ça sera intéressant de prendre effectivement avec peut-être les 2 dernières semaines, la semaine pour moi la plus dure, où je me suis écroulé en me changeant, Ouais, en me déshabillant, je me suis vautré, en faisant du posing, je me suis vautré, ouais, je me rappelle ça, voilà. c'était des sacrées Et, choses. Ouais, ouais. et la peak week et la gestion du coup de l'entre-compétition aussi. Hmm, Comment on gère entre deux compétitions. tout à Ça fait. pourrait être intéressant à aborder. Mais effectivement, là, il est temps que nous clôturions si nous voulons être à l'heure pour notre rendez-vous extrêmement important. Rendez-vous d'affaires, ouais, des plus importants. Bon, eh ben, c'est l'heure pour nous de malheureusement se quitter. Nous se quitter pour l'instant, se Ouais. retrouver d'ici très peu. En tout cas, j'ai Euh, vraiment kiffé faire ce début de podcast. C'est vraiment ouais, un grand c'est plaisir et ça marrant donne parce que qu'une ça envie, c'est rappelle de les continuer. trucs. Mais Ouais, et puis ça oui, rappelle. on se rappelle pour nous. On espère que ça fait écho pour vous aussi, parce que c'est vrai qu'on a discuté les deux. On pense aussi à vous en même temps qu'on parle, mais et on espère que ça fait écho à vous qui êtes compétiteurs, que ça peut motiver certaines personnes à vivre cette aventure aussi, et qu'une hâte qu'on se retrouve pour la partie 2. Et voilà. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous soutenir ou quoi que ce soit. Pour l'instant, j'ai du mal à dire ça parce que j'ai du mal à imaginer déjà ce podcast publié, mais voilà. C'est ça, c'est que. Alors, on aurait peut-être dû le mettre en introduction. Peut-être qu'on enregistrera une toute petite introduction qui dirait: là, ce que vous allez écouter, c'est pas un podcast éducatif, c'est pas un podcast anecdote, c'est juste deux personnes qui discutent un petit peu de leur expérience et qui racontent chronologiquement un truc. Mais bon, c'est le premier épisode et on viendra faire évoluer les choses là-dessus de toute façon. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés et j'espère à très bientôt. À bientôt! Ciao.